Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré au positionnement en CSS. Donc avec le langage CSS, il est possible de positionner les éléments de plusieurs manières et je vais essayer de vous expliquer un peu ces différents types de positionnement et leurs fonctions. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est j'ai créé évidemment trois éléments, donc trois divs, qui ont juste une couleur de fond particulière. Donc ces divs vont me permettre en fait de vous montrer les différences qui peuvent exister avec les positionnements. Donc le premier attribut CSS qui est assez important, c'est l'attribut position. Alors, je vais le mettre à la div 1. Alors cet attribut peut prendre plusieurs valeurs, absolute, relative, fixed et statique. Donc la première, on va prendre dans l'ordre. L'absolute, c'est une position qui permet de définir à la div sa position absolue et on peut préciser par exemple qu'on veut l'élément à gauche de 10 pixels, à droite de à gauche de 10 pixels et en haut de 20 pixels. Donc après avoir mis un élément en position absolue, en général vous allez donner ses coordonnées par rapport au haut, donc top par exemple 20 pixels par exemple à la gauche de 10 pixels. Voilà, donc je vais aussi donner une largeur à l'élément, voilà, par exemple de 200 pixels. Comme ça, en fait, je vais avoir un carré, enfin un élément de 200 pixels de largeur, positionné à 20 pixels par rapport au haut de ma page et à 10 pixels par rapport à la gauche de ma page. Voilà. Il est aussi possible de définir d'autres éléments. Vous pouvez par exemple préciser au lieu de top, bottom. Donc là, ça positionnera l'élément par rapport au bas. Voilà. Vous pouvez aussi faire des doubles précisions. Par exemple, vous pouvez dire que vous le voulez en haut à 10 pixels du haut. Voilà. Mais en bas, vous le voulez aussi à 20 pixels. Et automatiquement, si vous mettez 8 à auto, automatiquement, il mettra la hauteur qui convient pour arriver à faire coïncider vos deux valeurs. Donc comme ça vous permet de positionner un élément par rapport à la fenêtre en fait. Donc ça c'est une... Ensuite, il y a aussi une petite notion qui est importante, c'est le fait qu'on puisse mettre des valeurs négatives. Donc j'enlève ce que j'ai fait, hop, je laisse le left. Par exemple, je peux dire que je le veux à moins 10 pixels de la gauche. Et automatiquement, ça décalera l'élément un peu plus vers la gauche. Donc ça, c'est le premier système de positionnement. Il y en a un qui ressemble fortement, c'est la position fixed. Donc on va le voir tout de suite. Donc j'écris juste fixed, donc là je vais remettre 10 et 10. Voilà, donc là vous allez voir aucune différence. Alors je vais mettre beaucoup de contenu dans cet élément là pour que vous voyez, en fait, pour que la page devienne scrollable. Hop. Voilà. Voilà, donc là vous voyez que lorsque je descends dans ma page, l'élément semble fixé en fait à ma fenêtre, donc c'est ça la définition de fixed. Ensuite vous avez statique. Alors statique, c'est le positionnement par défaut des éléments, c'est-à-dire qu'ils se positionnent les uns par rapport aux autres. Voilà, comme ceci. C'est-à-dire le premier élément avec sa hauteur, le second élément et le troisième élément. Donc ça c'est le positionnement par défaut donc du CSS. Donc en général vous aurez très peu à recourir à cette ligne là, mais si jamais vous avez défini un positionnement float, un positionnement fixed et que vous voulez revenir en statique, vous mettrez ça. Donc la dernière qui nous reste, c'est la position relative. Donc c'est une position qui est utile dans un cas relativement précis, c'est quand on veut replacer des éléments par rapport à cet élément. Donc par exemple, imaginons ici je vais créer un carré de 400 pixels, de 600 pixels plutôt. Hop. 600 pixels. Imaginons que l'élément qui se trouve donc en vert, je veuille le mettre au centre avec une largeur de 200 et de 200. Donc imaginons l'élément en vert, je vais le mettre en intérieur. Donc la div 2 qui est l'élément vert, je le mets à l'intérieur comme ceci. Voilà. Donc là automatiquement l'élément vert va se caser ici, en haut. Mais avec la position relative, ici le deuxième élément, si je le mets en position absolute, il ne sera plus défini par rapport au haut gauche de la fenêtre, mais par rapport à l'élément parent qui est en position relative. Donc je m'explique. Ici si je mets top 20 pixels, l'élément ne va pas aller se placer comme tout à l'heure en haut de la fenêtre, mais en haut par rapport à l'élément bleu. Voilà, parce que l'élément bleu est en position
relative. Donc c'est ce que l'on peut utiliser par exemple pour centrer un élément. Donc par exemple ici, si je donnais une largeur et une hauteur précise à l'élément en vert de 200 pixels, mais automatiquement en plaçant les bonnes valeurs à top et left, je pourrais centrer l'élément. Donc par exemple, si je fais 200 moins 600, ça fait 400. Donc il faudrait que je le décale de 200 par rapport au haut et de 200 par rapport à la gauche. Et automatiquement, je me retrouverai avec un élément centré au niveau de l'élément principal. On peut aussi s'en servir, imaginons un cas précis, on aurait un bloc, on veut mettre une petite croix là. Mais qu'est-ce qu'on ferait? On prendrait cette div là, donc on va donner 20 pixels de largeur, 20 pixels de largeur et 20 pixels de hauteur. Et là, on mettrait juste moins 10 par rapport au haut, et là on le décalerait par rapport à la droite de moins 10 pixels. Et vous allez voir ce que ça va faire, vu que c'est en relative avant, ça va placer l'élément ici. Donc voilà, au niveau du système de position. Donc je vais enlever tout ce que je viens de faire et laisser que les backgrounds. La deuxième notion qui est un peu particulière au niveau du CSS, alors hop, je vais sortir la div 2, c'est le système de float. Alors, donc par défaut, comme vous le remarquez, les divs s'empilent, c'est-à-dire que la première div arrive, la seconde vient forcément en dessous et la troisième va forcément en dessous encore. Donc là, ça paraît évident vu que les largeurs sont grandes. Ici, par exemple, ce que je voudrais faire, je voudrais que celle-là serve de header, donc reste là où elle est. Mais ici, que celle-là forme une colonne à gauche et que la rouge forme une colonne à droite. Donc le premier réflexe serait de donner des largeurs, et donc c'est un bon réflexe. Ici, je vais mettre une largeur de 200 pixels, et là, une largeur de 300 pixels. Et de se dire, bah forcément, vu que les largeurs rentrent, ici, ça devrait s'aligner. Et ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que les divs s'empilent tout le temps. Donc pour rompre ce système-là, ce mécanisme qui fait que les éléments s'empilent, il faut utiliser les floats. Donc le float, ça fonctionne comment? Donc on précise l'attribut float, ensuite on précise si on veut l'aligner par rapport à la gauche ou la droite, et automatiquement ceci va briser l'alignement, et tous les éléments qui viennent plus tard vont essayer de s'aligner par rapport à cet élément qui va s'aligner à gauche. Donc ici, il faudrait que la div 3 soit aussi en float left, voilà. Et donc si après vous voulez recopier ces lignes, bon, vous pouvez le faire, et vous allez voir que tous les éléments vont s'aligner sur la gauche. Jusqu'à que le conteneur soit trop petit, et que donc les éléments ne puissent plus rentrer sur cette ligne, et alors ils iront automatiquement à la ligne. Donc là, on va voir ça. On voit que la verte, la rouge passe, la verte, la rouge passe, et là, il peut plus aligner à gauche parce que c'est trop, ça rentre pas, donc il va automatiquement aller à la ligne. Donc on voit aussi que ce système de positionnement provoque un problème, c'est que les éléments qui sont après, donc notamment mes lignes de texte que j'ai mis pour rendre le site scrollable, s'alignent aussi par rapport à la gauche. Donc ici, il faudrait un système qui permette de dire, je veux arrêter après cet élément-là, l'élément rouge, le float. Donc comment on fait? On utilise le clear. Donc ici, je vais créer un nouvel élément, une nouvelle classe dans mon CSS, et je vais donner un attribut, clear, et cet attribut peut prendre trois valeurs, left, right et both. Alors left, ça en fait nettoie les float left, right, ça nettoie les float right, et both, ça nettoie les deux. Donc ici, je vais mettre left, voilà. Et si je place cet élément, hop, ici, voilà, donc après mes éléments en float, je vois que ici, le texte ne va plus s'aligner par rapport à la gauche, mais s'aligner par rapport à là. Donc voilà, là je vais supprimer ce que je viens de rajouter. Hop, je supprime aussi au niveau du CSS. Hop, le clear, on le supprime. Voilà, et je vais laisser les largeurs. Donc là, il ne faut pas hésiter à utiliser ce système de float lorsque vous avez un design, par exemple, avec une colonne de gauche, une colonne de droite. Donc maintenant, un autre élément que l'on va voir, c'est le centrage. Imaginons que je veux faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure, donc je vais remettre mes float left. Alors, celui-là à gauche, et celui-là à droite. Voilà. Donc imaginons que ces éléments, je ne les veux pas comme ils vont se placer, c'est-à-dire un à droite, un à gauche. Je veux avoir tout ça dans une petite colonne au milieu, qui soit centrée, et avoir l'élément à gauche et à droite. Donc ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est mettre tout ça dans un autre élément. Hop, donc div. Voilà.
voilà, on va l'appeler classe égale div4. Voilà, donc cet élément div4 va contenir la div2 et la div3. Hop. Donc il a vite fait dans le CSS, ben, à la div4 je vais lui donner une largeur. Donc là je vais faire attention en donnant une largeur que ça soit bien la somme des deux. Width de 500. Voilà, donc là je vais juste faire ça. Et là qu'est-ce qu'on remarque? On remarque, donc si je regarde avec Firebug, hop, ici, que j'ai bien ma div4, ici. Donc là on la voit pas physiquement, je vais vous expliquer après pourquoi, mais qui va contenir ces deux éléments. Donc cette div4 je veux la centrer, donc là il y a un moyen universel de centrer les éléments, c'est de mettre margin 0 auto. Donc ce système marche qu'avec des éléments qui ont une largeur fixée. C'est-à-dire que ça met une marge en haut et en bas de 0, et ça s'arrange pour mettre une marge égale à droite et à gauche. Donc si j'actualise, vous voyez que l'élément est fixé. Imaginons maintenant que C2 n'ait pas de fond. Voilà. La div 2 et 3 n'est pas de fond. Mais que la div 4, qui les contient toutes les deux, ait un fond qui représenterait par exemple une découpe avec la sidebar. Voilà. Donc j'actualise. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le fond n'est pas affiché. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la div 4, vu que les éléments de div 2 et div 3 sont en flotte, la div 4 ne dit bah, j'ai pas d'éléments vraiment en dur, donc je prends pas de hauteur. Vu que par défaut, une div sans contenu ne prendra pas de hauteur. Donc là, pour remédier à ce problème, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un div class clear, donc la même chose qu'on a utilisé tout à l'heure, c'est-à-dire après des éléments en flotte, je les nettoie. Donc ici, je remets ma classe. Donc là, je vais mettre clear bof, voilà pour être sûr. Voilà. Et là, vous verrez que automatiquement, donc cet élément va bien prendre le fond et va bien prendre la somme de ces deux. Donc c'est-à-dire qu'ici, si j'ai ma colonne de droite qui est plus grande, hop, automatiquement ça prendra la largeur de l'élément le plus grand, donc ça sera de la colonne de droite. Donc là, n'hésitez pas à imbriquer, c'est-à-dire que tout cet élément, vous pouvez aussi le mettre en float left dans un autre élément plus gros. Donc après, ça peut vite devenir compliqué, mais vous pouvez vraiment cumuler les éléments. Donc au niveau justement du souci que je vous ai montré tout à l'heure avec donc le clear qu'il faut mettre pour étendre la div, c'est le même fonctionnement avec imposition absolute. Si par exemple dans cet élément div 4, donc on va supprimer tout ce que j'ai fait, dans div 4 on va juste mettre la div 2, on va plutôt mettre la div 3 dans la div 2, voilà. Donc hop, ici je vais actualiser. Hop. Au niveau du CSS, je vais remettre les backgrounds comme ils étaient. Voilà. Et là, je vais inverser, je vais mettre 150 et ici 300. Donc là, ce qu'on voit, c'est que j'ai ma première div ici. Alors, div 2 qui contient à l'intérieur div 3. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc la div 3, hop, je vais enlever le float et enlever la largeur et ici aussi enlever le float. Voilà. Donc là, si j'actualise, je vois bien que j'ai ma div, donc ici 3, qui est à l'intérieur de la div verte. Si maintenant je positionnais l'élément div 3 en position relative, et donc le suivant en position relative, en position absolue, pour par exemple faire un placement assez particulier, on va voir la même chose qui s'est passé pour les clears, c'est-à-dire que l'élément donc en vert qui contient le conteneur, lui n'a plus de largeur, n'a plus de hauteur. Pourquoi? Parce que l'élément qui est dedans est en position absolue. Donc c'est un peu un élément qui est sorti du flux HTML. Donc là, si vous utilisez la position absolue, il n'y a aucune solution. On ne pourra pas adapter la hauteur. Il faudra automatiquement préciser une hauteur dans la div qui contient la div 3. Si vous utilisez les floats, vous avez à utiliser la solution du clear. Enfin, une dernière petite notion que je voulais vous montrer sur le système de positionnement en CSS, c'est le display, block et inline. Donc par défaut, en HTML, il existe plusieurs balises. Donc là, ici, j'ai utilisé des divs. Voilà. Et il y a aussi des spans.
Donc ça c'est celle que vous allez utiliser le plus souvent au niveau du CSS. Donc les deux balises ont vraiment pas du tout le même comportement. Div est ce qu'on appelle une balise de type bloc et span est de type inline, donc de type en ligne. Donc la différence est assez complexe à expliquer comme ça. Concrètement, une div, donc il faut l'imaginer comme un petit bloc, c'est-à-dire ça serait un paragraphe au niveau du texte, alors que span ça représenterait une liste de mots. En bref, une div va automatiquement avoir une hauteur, va aussi prendre toute la largeur qui lui est disponible, et tous les éléments vont arriver forcément dessous. Le span est différent, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste prendre cet élément de texte et lui donner des propriétés. En contrepartie, il n'aura pas de largeur ni de hauteur. Donc je vais ici par exemple donner la classe div1 à la div, et ici donner la classe div2 au span. Donc ici, si j'actualise, donc là, concrètement, je remarque rien. Ici, si je mets du texte après, hop, là, je vais remarquer la différence. C'est qu'au niveau de la div, donc même si elle a une largeur petite, alors on va donner une largeur petite, 200 pixels, mais les éléments qui arrivent après vont forcément s'empiler, alors que le span représente juste ce morceau de texte. Donc lorsque vous donnez des attributs à un élément de type span, donc c'est en général pour rendre le texte gras, rendre le texte coloré, donc là par exemple on aurait rouge ou gras. Donc si jamais justement vous voulez briser ce système là et transformer un élément span en bloc et vice versa, c'est-à-dire une div en inline, vous pouvez le faire avec l'attribut CSS display de point bloc. Et là automatiquement les éléments qui auront cette classe vont être de type bloc. C'est-à-dire que le span ici va agir comme une div. Donc hop, je vais lui redonner l'attribut qui va bien, div2. Voilà. Ici, il agit comme une div, c'est-à-dire il prend une largeur, il prend une hauteur, et automatiquement les éléments ensuite, les éléments qui le suivent s'empilent. Ici, je remarque que si j'enlève le display bloc, par exemple l'attribut de largeur ne sera pas pris en compte, parce que forcément un span étant en ligne ne dispose pas d'un attribut de largeur. Donc là, vous vous demandez sûrement, alors pourquoi on utiliserait des spans quand on convertirait en bloc juste après? Ça peut arriver dans certains cas. Par exemple, imaginons que vous avez des titres comme ça, blablabla, et là vous voulez mettre un élément en avant. Donc par exemple, ça serait une lettre de type, par exemple le B, vous voulez qu'il soit plus gros et qu'il soit placé ailleurs. Donc, bon, je sais pas pour quelle raison, mais ici vous mettrez span. Donc, on va voir ça tout de suite, span. Et on ferme le H1. Donc ici par exemple vous styliserez le H1 en expliquant que le texte deviendra gras et d'autres choses. Et ici le span vous le mettrez en display block et vous ferez tout ce que vous voulez avec. Donc pourquoi faire ça et pas ici mettre des divs? Tout simplement parce qu'au niveau HTML c'est pas autorisé et ça risque fortement de provoquer des problèmes au niveau de Firefox et d'autres navigateurs, parce qu'ils ne s'attendent pas à avoir des éléments blocs dans des éléments en ligne. Donc par exemple, vous ne pourrez pas mettre de div dans des spans, vous ne pouvez pas mettre de div dans des paragraphes, vous ne pouvez pas mettre de div dans les titres. Donc surtout, respectez cette sémantique-là au niveau de l'HTML, ne jamais mettre d'éléments qui naturellement doivent être en bloc dans des éléments de type en ligne. Donc si vous avez après à modifier ça, préférez cette méthode-là, c'est-à-dire de forcer un CSS après coup à devenir bloc, que de mettre directement des éléments blocs. Ça vous permettra d'éviter des petits problèmes et des petits bugs sur des navigateurs. Donc là, ce qu'on doit retenir, c'est les différents types de positions, donc notamment la position absolue qui permet de positionner un élément par rapport à des coordonnées, en top, bottom, right ou left. Le position relative qui permet de changer le comportement des éléments absolus qui sont dans cet élément. Le position statique qui est par défaut, et le fixed donc qui peut servir à fixer un élément sur la page même lorsqu'on scrolle. On retiendra aussi le système de balises qui sont en ligne et des balises de type bloc, donc qui n'agissent pas du tout pareil au niveau donc de la structure HTML. Et enfin on retiendra aussi le système de float, donc qui est assez utile, le système de float qui est vraiment utile mais qui engendre souvent des problèmes, donc surtout utilisez-le bien en sachant ce que vous allez faire.
Donc voilà, on a terminé avec le système de positionnement. Donc j'ai choisi, juste avant de terminer, de vous montrer comment analyser un site en fait pour comprendre sa structure. Donc là j'ai choisi de prendre mon site et on va voir comment le système de positionnement a été mis en place pour faire fonctionner tous ces blocs qui paraissent donc pour faire fonctionner ce système d'alignement par bloc. Ici c'est assez simple. Vous avez donc la div contenu. Et ici, vous remarquez que j'ai deux éléments qui sont l'un à côté de l'autre, et non pas empilés. Donc ici, sur le content, j'ai mis un float left, et sur la barre de droite, j'ai mis un float right. Et c'est la même chose en fait au niveau des blocs. Ici, au niveau du milieu, j'ai encore des blocs, encore une fois en float left, puis l'autre en float right. Après, je vais à la ligne avec le div class clear qu'on a vu tout à l'heure. Et à l'intérieur même de ces éléments, j'ai encore des petits blocs ici qui sont aussi en float left. Donc là vous voyez comment l'utilisation des floats permet de placer les éléments et ça me permet d'avoir une structure non pas empilée, donc qui est assez dérangeante. Ici je peux aligner mes éléments à gauche ou à droite les uns des autres. Donc voilà, surtout si vous avez des problèmes concernant des structures de sites, c'est-à-dire que vous voyez des sites et vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, n'hésitez pas à analyser leur code pour comprendre comment justement ils ont réalisé leur système. S'ils ont utilisé le positionnement absolu, s'ils ont utilisé les floats, donc ça vous permettra d'apprendre un peu comment utiliser ces éléments-là. Donc voilà, surtout si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire en bas de ce tutoriel.